Bonjour! Alors aujourd'hui, je m'en vais vous parler d'un certain Steve l'artiste Charland, qui d'après ce que peuvent m'en dire mes informateurs et informatrices, serait à toute fin pratique devenu le nouveau meilleur ami de Jean-Charles Cléroux, je parle ici bien sûr du chef de Démocratie Directe, de telle sorte qu'ils seraient un peu devenus comme les deux doigts de la main, ces deux-là. Et ça, même si vous pouvez vous attendre à ce que Jean-Charles puisse s'employer à publiquement démentir ça, peut-être même de façon véhémente, ce que vous n'aurez d'ailleurs sans doute pas trop de mal à comprendre du moment où vous aurez pris connaissance de ce qui suit. On parle donc ici, je parle donc de Steve bien sûr, de quelqu'un qui va s'être trouvé en début d'année à littéralement s'autoproclamer, comme ayant supposément été le dernier des patriotes. Ce qui revient donc bien sûr à affirmer, de par le fait même, que parmi tous les résistants qui auront notamment pu se lever contre le gouvernement, ne serait-ce qu'au temps de la COVID, il aurait été le seul vrai patriote dans tout ça. Je vais donc vous laisser juger par vous-même, mais bien sûr après avoir justement visionné ce live, s'il mérite ou non ce titre on ne peut plus pompeux, dont il se sera donc lui-même affublé, ou même s'il se trouve au départ à mériter le titre de patriote tout court. Peut-être que vous serez tenté de me répondre que ben non, Charlot, tu te trompes, parce que si on regarde son livre que voici, on peut constater que c'est plutôt intitulé Les Derniers Patriotes. Oui, sauf que justement, je ne suis pas le seul à avoir remarqué, ou à avoir cru remarquer qu'il y a eu un changement de titre. Probablement, vraisemblablement, suite à une espèce de tollé ou de un plus ou moins gros vent de protestation à cet effet-là. Mais vraiment, au début, je mettrais pas mal ma main au feu que ça s'intitulait Le Dernier Patriote, croyez-le ou non. Vous remarquerez donc que, de par son contenu, ce direct se trouve à faire suite, en fait, à l'espèce de débat virtuel qui va m'avoir opposé, il y a quelques mois de ça, à Mario Roy ainsi qu'à Richard Lajoie. Direct dont vous pourrez bien sûr retrouver le lien dans la description, et que j'avais intitulé d'ailleurs « La gestion des farfadets du grand n'importe quoi », puisque, même s'il ne va justement pas commencer à répéter tout ce qui a pu se dévoiler dans cette autre vidéo-là, qu'il me suffise de rappeler que ça m'aura permis d'au moins commencer à démontrer à quel point cette organisation pouvait s'avérer sévèrement dysfonctionnelle, et ça à vraiment plus de niveaux. Vous aurez peut-être également remarqué que, toujours dans ce live-là, il se trouve comme d'habitude, le fameux Mario Roy se trouve, comme d'habitude, à constamment et systématiquement défendre Steve Charland, quitte à avoir l'air plus fou qu'autre chose à force d'invoquer des arguments les plus fantaisistes. Par exemple, lorsque j'ai invoqué à ce moment-là le principe que ce soit Steve lui-même qui doive évidemment se voir vu comme l'ultime responsable du fait que la gestion des farfadets ait pu s'avérer aussi absolument lamentable, on peut voir que Mario Roy a carrément le toupet à ce moment-là de me répondre que c'était pas de sa faute à lui, puisqu'après tout, c'était supposément juste un porte-parole. Ça me reste, n'est pas sans me rappeler Geneviève Guilbeault qui dit « Ah, je m'en souviens pas », ou le maire Gérald Tremblay de Montréal qui disait « Je le savais pas ». Tu sais, les gens d'excuses de politiciens habituels. Là. De telle sorte qu'à l'entendre, ça serait pratiquement comme si lui, Steve l'artiste, il n'y avait juste rien à voir avec ça, dans le fond, la gestion des farfadets. Et qu'au final, ce serait... on ne sait juste pas trop qui se trouvait donc à gérer ça. Sauf que si une chose est sûre, en tout cas, c'est que c'était... c'est que c'était pas lui, ou plus exactement qu'il faudrait surtout pas que ce soit vu comme étant lui, à plus forte raison maintenant qu'il s'agirait donc d'assumer la responsabilité d'une administration qui se sera avérée aussi catastrophique. Et ça, pour le moins qu'on puisse dire. En d'autres termes, cet échec serait imputable à littéralement tout le monde, mais évidemment pas à Steve lui-même. De façon telle que s'il fallait vraiment identifier un coupable, il faudrait à tout prix le chercher à l'extérieur de la personne de Steve l'artiste lui-même, et ça malgré le rôle un peu plus central qu'il pouvait jouer dans cette organisation qu'il avait lui-même créée au départ, et dans laquelle on pouvait à tout le moins le décrire comme étant assez incontournable. Merci. Comme on va d'ailleurs pouvoir
le constater dans quelques minutes. Mais je ne sais pas si, déjà là, vous pouvez remarquer qu'il s'agit en fait là, d'un comportement, ou plus exactement d'un pattern, on ne peut plus typique de ce qu'en psychologie, on appelle le trouble de personnalité narcissique. De telle sorte que si par hasard, par un hasard incommensurable, Steve devait officiellement avoir été diagnostiqué ou pouvoir être diagnostiqué en tant que narcissique, bien, ce serait exactement le genre de riposte et de parade qu'on pourrait attendre de lui et qui ne mériterait alors pas mieux que de se voir balayer du revers de la main, comme dans le cas de n'importe quel autre narcissique, justement. Il se trouve en passant que dans ma propre famille, je vais évidemment prendre très grand soin de ne pas nommer spécifiquement de qui je parle, il y avait une certaine personne relativement narcissique. Et puis je peux vous confirmer que quand il se passait, salut Mélanie, salut Céline, tel ou tel problème, ben automatiquement, on se mettait tous sur le qui-vive en se disant regardez bien ça, tenez-vous bien et surtout tous aux abris parce que là, la personne en question va se mettre à chercher un coupable et par définition, ce sera justement et surtout pas, salut Caroline, cette personne en question. Et même et surtout, quand ça se trouve à bel et bien être nul autre qu'elle-même, justement. C'est ça un narcissique, si tu veux. Ils sont pratiquement tout cul dans le même moule. C'est pratique pour ça, quand tu as identifié, analysé un, tu as tout analysé. Mais pour en revenir à l'argument de Mario Roy, ce serait donc à croire que le mode de fonctionnement des Farfadets, notamment ce qui a trait au pouvoir décisionnel, était tellement démocratique, tellement égalitaire, tellement communautaire, tellement naturel et synergique, bref, tellement basé sur la notion d'un réel partage de pouvoir, justement, qu'au bout du compte, ça en deviendrait d'autant plus difficile de savoir à qui incombe réellement telle ou telle décision. Et même qui serait globalement le vrai responsable au final, tellement la gestion serait l'affaire de tout le monde plutôt que d'une personne en particulier. Alors pour tester cette hypothèse et voir si elle tient même moindrement la route, je commencerai ici par simplement vous partager les notes analysées et commentées, bien sûr, que j'ai pu prendre au cours d'un entretien par appel vidéo Messenger avec Guillaume Bregat-Romy, qui, suite à ça, réalisé d'ailleurs un excellent et surtout très important, utile et éclairant petit réel Facebook, dont je vais bien sûr prendre un très grand soin de vous transmettre le lien dans la description, en plus de celui d'un excellent post qu'il a également pu faire en rapport à Steve. Et pour ensuite me confirmer, ce cher Guillaume, que j'hallucinais pas lorsque j'ai demandé par la suite si c'était un peu l'entretien qu'on avait pu avoir, qu'il avait justement motivé ou incité à faire ce fameux vidéo-là. Alors, commençons, en tout premier lieu, par rappeler ou préciser, pour ceux qui ne le savaient pas encore, que ce qui se rapprochait le plus au sein des Farfadets d'une quelconque forme de supposément réelle instance décisionnelle, c'était ce qu'on y désignait plus ou moins informellement comme le noyau. Or, imaginez-vous que, ne serait-ce qu'en croire le témoignage que j'aurais donc eu la chance de me faire livrer par Guillaume, lui-même ex-membre des Farfadets, Steve, l'artiste, va s'être trouvé à prendre un très grand soin, de ne s'y entourer essentiellement que de gens fragiles sur le plan psychologique et donc émotionnel, voire même intellectuel. À commencer par celui qui aujourd'hui semble représenter son bras droit, et dont je prendrai bien soin encore là de taire le nom, parce que je ne veux pas avoir de problème avec, j'en ai déjà assez comme ça. Mais c'est lui qui est toujours en train de l'aider, notamment pour la vente de ses livres, là. Petit hint en passant. Et qui, d'après ce que je peux en comprendre à tout le moins, était à la base d'un cocaïnomane probablement atteint de réelle déficience mentale. Vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le but? C'est pas logique, Charlot, dans une organisation. On veut que tu aies les gens compétents, on veut pouvoir se reposer et se supporter l'un l'autre, tu sais. Pourtant, le principe de veiller à ne confier du pouvoir qu'à des faibles, c'est en fait un modèle, ou plus exactement une stratégie de base de toute secte digne de ce nom. Mais pas seulement ça, parce qu'on peut aussi l'avoir plus souvent qu'autrement appliqué au niveau politique dans son ensemble, aussi bien qu'à celui des entreprises ou même des OSBL, si j'en crois notamment ma propre expérience dans le domaine. Et non pas que c'est ça que je cherchais à faire, mais je veux dire, c'est comme ça qu'un certain organisme que j'ai créé a fini par aboutir.
Et quel aurait donc été le but d'un noyau qui n'aurait ainsi été constitué que de yes men? Ben, de tout naturellement faire en sorte que, du moment où Steve pouvait dire quelque chose, il était littéralement assuré que tous les suiveux, qui pouvaient donc composer ce fameux noyau, iraient bien sûr tous dans le même sens que lui. Surtout qu'il se trouvait à pratiquement le vénérer, peut-être notamment parce qu'il avait, comme par hasard, mis en œuvre pratiquement tous les moyens pouvant lui permettre d'exercer sur eux une emprise morale aussi totale que possible. Assez exactement comme le gourou d'une secte le plus typique qu'on pourrait possiblement concevoir. Par exemple, il me suffit de commencer par préciser que les meetings des Farfadets se trouvaient à être, croyez-le ou non, littéralement calqués sur ceux qu'on peut faire au sein des AA et donc des alcooliques anonymes. Je parle bien sûr ici de ces rencontres où l'on s'assoit en cercle, puis où chacun est invité à s'exprimer librement, dans ce qui serait donc censé se vouloir une sorte de thérapie collective. Or, ce qui va surtout avoir été remarqué, c'est que ça se trouvait à tout particulièrement permettre à Steve d'aller chercher des informations personnelles sur ses membres, à commencer bien sûr par ceux du noyau, pour ainsi pouvoir d'autant mieux les manipuler par la suite. Un mécanisme que Carole Lalouve a très bien confirmé, comme on va le voir tantôt. Comme on peut le voir, il s'agit donc ici d'une tactique qui est relativement sophistiquée, de telle sorte qu'il serait quand même assez peu plausible que ça ait pu être fait de façon fortuite ou inconsciente. On s'entend. Et ça fait sans doute partie du genre de choses auxquelles Guillaume pouvait faire référence quand il me disait qu'au final, ça devient quand même important de ne pas trop s'en vouloir non plus pour avoir cru en Steve et embarqué dans ses affaires, tellement c'est justement un fin manipulateur et tellement il s'agit donc d'un art dans lequel il va littéralement être passé maître. Alors, pour en revenir à cette fameuse allégation de Mario Roy concernant Steve, et donc à l'effet que ça aurait supposément pas été lui qui décidait, parce que ça n'aurait été en principe qu'un porte-parole, de un, je ne sais pas si vous pouvez voir que déjà là, du moment où on garde en tête l'image du gourou, OK? Ou si vous préférez, du Master of Puppets, donc du marionnettiste qui, par manipulation psychologique, se trouve à réellement tirer les ficelles par en arrière, le fait d'oser prétendre que c'est pas lui qui décide, ben au mieux, ça n'a juste pas rapport. Tandis qu'au pire, c'est de vraiment juste encore là prendre le monde pour des cons, n'est-ce pas? De deux, ben, faut comprendre que ce sont en fait les Farfadets eux-mêmes qui ont fini par remarquer la contradiction entre n'être qu'un porte-parole, supposément, et dire quoi faire au monde, pour reprendre leur propre terme. Surtout que si on considère un peu cette dernière expression en tant que telle, remarquons que ça tend à suggérer que Steve pouvait en fait se montrer passablement directif quand il le voulait, et donc quand il le jugeait nécessaire. Comme on pourra d'ailleurs le constater, là encore, assez clairement, dans quelques minutes. Surtout quand il va être question d'Ottawa. Alors, pour conclure cette sous-section du live, on va donc se trouver parler essentiellement du pouvoir, vous aurez remarqué la façon dont Steve va avoir structuré les Farfadets et par lesquels il aura plus spécifiquement défini le processus décisionnel. C'est essentiellement sur une base où ça se trouve être lui le maître incontesté, ou même plus exactement le gourou, assez exactement comme dans une secte bien sûr, ou encore dans une théocratie. C'est sans doute là ce qui a pu amener Guillaume à me dire que Steve, c'est quelqu'un qui ne s'associe à personne. Surtout que par définition, on s'entend que s'associer, c'est quelque chose qui est censé se faire, du moins en principe, sur une base d'égalité. Comme par exemple, notamment dans ce qu'on appelle une association de personnes, comme un cabinet d'avocats, dans l'appellation de laquelle on va retrouver les initiales SENC. Okay? Ça veut dire que c'est ça, c'est pas une compagnie où on peut avoir un PDG, c'est vraiment une sorte communauté of peers, là, d'égaux. Là. Et quel meilleur exemple pourrait-on en trouver, le principe de Steve qui ne veut pas s'associer, que celui de ma propre relation avec lui, puisque son refus systématique de justement s'associer à moi, malgré mes nombreuses approches, toutes plus polies et révérencieuses les unes que les autres, comme on pourrait donc le constater de par un autre lien que je vais mettre, qui est celui des correspondances que j'ai pu avoir par Messenger à l'époque avec lui, jusqu'à ce qu'il cesse de me répondre. Vous allez voir, je suis tout gentil, puis ça mène à rien. Les seules fois que j'ai eu pour avoir
des réponses de lui, comme des autres narcissiques du mouvement, c'est quand je le blaste en public, comme je vais probablement en avoir suite à ce live-là. Mais j'ai commencé par être gentil avant de blaster. Mais c'est ça, avec eux autres, si t'es gentil, ça sert à rien. Si tu blastes, ben là, t'existes au moins. Fait que, tu sais, donc, ce refus-là, qu'est-ce que ça se trouve à démontrer si c'est pas à quel point, de démontrer à quel point il ne peut surtout pas vouloir de qui que ce soit autour de lui qui soit au moins aussi intelligent que lui. Rendu là, on devrait sûrement s'entendre sur le principe qu'en réalité, les farfadets se voyaient gérer de façon centralisée, et même en fait ultra centralisée. Donc, pas très. Pour un groupe qui se faisait voir ou cherchait à se faire voir comme plus ou moins anarchiste ou anarchique, comme à Ottawa, ben en fait, c'était tout le contraire, comme on peut voir. C'est donc peut-être pas nécessairement ou exactement si surprenant que ça de constater que ce soit ce qu'on aura pu observer non seulement au niveau du pouvoir, mais également celui de l'argent, compte tenu qu'au bout du compte, la seule personne qui n'aura jamais su où allait l'argent dans tout ça, et la seule personne qui aura ainsi pu la gérer, c'était bien sûr Steve Lartis lui-même. D'après ce qu'on a pu me dire, Steve avait en fait avait même naturellement pensé à se justifier en ce sens-là par un principe à l'effet qu'il ne voulait pas que l'argent se divise. Or, comme le faisait si bien remarquer Guillaume lui-même, s'il y a une chose qui peut faire l'affaire d'un voleur, c'est justement et tout naturellement que l'argent soit tout à une seule place et sous le contrôle d'une seule personne, surtout si c'est le voleur lui-même, n'est-ce pas? Vous serez peut-être porté à me répondre que oui, mais on peut en dire tout autant d'une compagnie ou encore d'un OSBL ou même d'un parti que tout l'argent est contrôlé et centralisé à la même place. OK, sauf qu'on parle ici, dans tous ces cas-là, de structures qui sont institutionnalisées et donc plus exactement incorporées, ce qui a notamment pour effet que la transparence a tôt fait devenir incontournable, puisqu'elle s'y voit au départ obligatoire. Maintenant, écoutez bien cette phrase aussi cruciale que révélatrice de Guillaume. Steve avait toujours prétendu que n'importe quel farfadet avait juste à demander à voir les comptes pour les consulter. Or, quand on a justement demandé à aller voir ces fameux comptes, on a justement refusé de nous les montrer. Et imaginez-vous donc que ce serait justement et essentiellement ça, en plus de la notion d'un noyau qui décède de tout, mais surtout que le noyau, en fait, c'est en réalité Steve, qui aurait, toujours selon Guillaume, provoqué l'implosion des farfadets, ce qui revient notamment à prouver que Steve a préféré tenir son bout jusqu'au bout, tant par rapport à l'argent qu'au pouvoir, plutôt que de sauver sa propre organisation. Assez exactement, du moins pour ce qui est de l'argent, comme un gars qui savait bien qu'il y avait bien des choses à cacher et qui n'avait donc aucunement intérêt à ce que ses propres comptes soient, justement, mis en lumière. Remarquons par ailleurs que c'est ce qui aura donc suscité la colère des farfadets, c'est essentiellement de constater qu'on leur aura fait deux fausses promesses. Soit d'une part celle de la transparence, une promesse probablement implicite, probablement de l'ordre du des assumptions, puis on s'attend à ce que ça soit fait comme ça, là, puis plus c'est vague, mieux c'est d'habitude, ces choses-là. Et donc, d'une part, c'est de la transparence, et d'autre part, celle d'une gestion décentralisée, comme tend donc à suggérer l'expression de porte-parole en tant que telle, puisque ça implique, par le fait même, le principe que le noyau, en tant que conseil ou comité, aurait bel et bien été censé représenter une réelle instance décisionnelle, et où le pouvoir se serait vu partagé d'une façon au moins un peu plus substantielle. Surtout qu'une autre question qui va avoir émergé, c'est celle de savoir sur quelle base on pouvait déterminer à qui on accorde l'honneur insigne de faire partie du noyau. Or, se pourrait-il que ça ait été encore là sur la base que c'est Steve qui décide, de telle sorte que la nomination des membres du noyau devient analogue et en fait pratiquement équivalente à celle des juges de la Cour suprême ou encore des sénateurs du Sénat, qui dans les deux cas sont bien sûr en fait désignés par le gouvernement et appointés. Encore là, c'était un peu spécial de la part d'une organisation et d'un supposé vrai patriote qui se présente toujours comme des anti-gouvernements, puis des anti-systèmes, puis on veut un nouveau monde, mais leur mode de fonctionnement ne pourrait pas être plus directement et totalement calqué
sur celui du gouvernement, là, donc leur supposé ennemi, ne serait-ce que, justement, tout particulièrement pour ce qui est d'une gestion centralisée et autoritaire. Maintenant, on va parler un peu d'Ottawa. Où est-ce que, pour reprendre les termes de Guillaume, ce fameux Steve aurait pratiquement jamais fait l'épicerie parce que c'était toujours ses subalternes qui le faisaient. Fait que, bon, lui, c'était le chef qui décidait. Bon, jusqu'ici, on peut dire, ben, c'est un peu, c'est pas si surprenant. Sauf que, ce qui est spécial, c'est que, ça, même Mario Roy est le premier à reconnaître que c'est quasiment unanime, autrement dit, qu'il va avoir littéralement perdu la carte, là, Steve, rendu là, donc à toute fin de son parcours de militant, si on peut dire. Puisque même pour reprendre les termes de Mario lui-même, son regard était vraiment étrange. Apparemment, c'est comme s'il semblait un peu coquet. Peut-être aussi qu'il l'était, hein, parce que pour encore là faire du pouce sur une de mes publications précédentes, en l'occurrence le petit extrait que j'avais pris du live dont je vous ai parlé tantôt, et où on peut voir Mario et Richard confirmer que les parties de Farfadet, pour reprendre leurs termes, c'était la bière puis le pot coulait à flot, puis il n'y avait pas grand monde à jeun. Mais là, c'est pas rien que ça. D'après ce qu'on me dit, il y avait beaucoup de poudre blanche, en fait, à ces fameux parties-là. Et Steve lui-même en aurait d'ailleurs consommé apparemment plus qu'à son... je veux dire, pas comme si ça serait abstenu plus qu'il faut, là. Non pas que je sois comme ça ou que ce soit la fin du monde, mais mettons que si on ajoute cet élément au tableau, ça fait quelque chose d'encore plus révélateur, disons. Hein? Ça aide à expliquer bien les choses, peut-être. Fait que c'est ça. Donc, il avait l'air vraiment être, comme on dit ça à coke, là, vraiment intense, mais peut-être qu'il n'était pas. Peut-être que c'était juste le stress. Il faut avouer que ça devait être très stressant. Mais peu importe. Mais constater un peu la dérive en question. Okay? D'un, il se faisait plus chaman et plus, tu sais, là, prophète que jamais, là, en prenant des expressions, par exemple, comme j'ai senti la lumière me pénétrer, ou le fameux t'es pas dans ton cœur. Tu sais, ça, on commençait vraiment là, dans le leader spirituel. Là, tu sais. Pourtant, dans son dernier meeting, où est-ce qu'on me dit qu'il y avait justement l'air de Moïse, là, une espèce d'air, tu sais, là, éberlué, là, puis un peu, là, tu sais, un peu pas là, à la limite, là. Ben, il y avait en fait même juste seulement 30 farfadets. Mais puis là, il était sur de ce que j'en comprends, sur un mode plus autoritaire que jamais. Comme s'il se prenait comme pour une espèce de grand génie de la guerre, là, puis qui se croyait à l'armée. Là. Fait que, comme s'il était vraiment connaissant de ces choses-là. Exemple, il pourrait dire c'est pas toi qui vas nous dire où mettre les camions. Tu sais, là, lui, comme s'il avait une grande expérience là-dedans, là, alors que c'était une première à Ottawa. Il n'y a jamais eu quelque chose comme ça, puis je pense pas que ça va arriver de sitôt non plus. Là. Mais là, c'est pas ça, c'est la grosse affaire, c'est qu'il va avoir été à ce moment-là plus irrespectueux ou même violent ses paroles que jamais. T'sais, il pouvait envoyer chier quelqu'un à la première occasion en disant, par exemple, tu t'en vas des Chris. Ce qui va notamment s'être avéré le cas par rapport au père de Guillaume. Donc, je vais taire encore là le nom ici. Puis je vais juste réciter brièvement l'altercation en question parce que Guillaume l'explique de façon un peu plus, évidemment, émotionnelle, mais aussi plus détaillée dans son fameux réel dont je vous ai parlé tantôt. Mais en gros, c'est que Steve lui aurait demandé pourquoi t'es ici avant de le traiter de bouffon, puis de lui arracher de ses propres mains sa veste de farfadet sur le dos. Suite à quoi, cet homme-là, qui était en fait très vieux, des plus vieux farfadets, s'est senti évidemment très blessé, même démoli, puis imaginez-vous donc qu'il est mort peu de temps après. On peut, de telle sorte qu'on peut pratiquement spéculer ou sans trop exagérer que ça n'a sûrement pas aidé. Tu sais, je veux dire, s'il y avait en plus que s'il y avait une certaine maladie, là, que je ne dirais pas c'est quoi, mais que tu sais, on sait que le psychologique, ça joue sur la santé et sur les maladies. Puis c'est ça, écoute, drôle de coïncidence en tout cas. Hein? Fait que pour finir avec je vais finir avec trois conclusion, en fait, Guillaume lui-même.
puisque c'est éloquent, ça dit ce que ça veut dire. Premièrement, comme il dit, un leader, ça fait pas ça. De deux, Guillaume le décrit lui-même, Steve, comme étant un être pervers, contrôlant et manipulateur. Bon, rien à rajouter. Et enfin, comme il dit, ce qu'il veut, c'est de la visibilité. Fait que c'est pas autant d'être un vrai patriote que d'avoir l'air d'en être un, justement. Fait que mais ça. Tant que vous allez tomber dans le jeu des gens comme ça, on s'entend-tu qu'on s'en sortira pas? OK. Là, j'ai terminé la section sur le témoignage de Guillaume. Maintenant, je vais y aller avec un témoignage, cette fois anonyme, et qui, en fait, concerne la première édition du Festival gaulois, au terme duquel Steve aurait demandé pas de moins de 15 000 $, imaginez-vous-t-on, aux organisateurs pour avoir supposément assuré la sécurité du festival. Mais après coup, c'était pas, ça n'avait pas été convenu de même du tout au départ. Ce qui a fait en sorte que le fameux organisateur en question, que là, encore je ne nommerai pas, aurait apparemment très mal pris qu'on leur en demande autant. Surtout quasiment sous l'effet du gun. C'est genre, t'as pas le choix, là, même si c'est pas tellement legit, on va dire, de demander ça après coup, mais vous voyez le genre. Et le pire, c'est que personne dans les Farfadets avait été mis au courant de ça, ni avant, ni après. De telle sorte que, pour reprendre les termes de mon information, c'est là qui me relatait ça, on a tout de suite vu qui tirait la couverte de son bord, afin notamment de s'en mettre plein les poches. Bon, maintenant, dans un même esprit, voici un témoignage. En fait, c'est un extrait d'un post de Martin Léger, un ex-Farfadet, et qui, cette fois, a trait à la première édition, non pas du Festival gaulois, mais de la Saint-Jean avant tout le monde, l'événement des Farfadets, là, qui se voulait également une levée de fonds pour le fonds des oubliés. Donc, Tom a dit que c'était censé servir pour les pauvres, etc. Sauf que ce fonds-là, d'abord, l'argent de cet événement-là, d'abord servi à financer ce party de saucisses-là, ce qui est normal puisque à un moment donné, il faut que tu commences par assumer tes coûts. Là, hein. Sauf qu'à la grande surprise du gestionnaire du fonds en question, les profits eux-mêmes sont restés dans les poches de l'artiste lui-même. On parle ici seulement de 2500 $, hein, mais c'est quand même ça. Autrement dit, que ce soit dans le cas du 15 000 du Festival gaulois ou 2500 $ de Saint-Jean avant tout le monde-là, que ce soit un œuf ou que ce soit un bœuf, dans les deux cas, c'est volé, dans les deux cas, c'est Steve qui ramasse le pot. Vous voyez le pattern? Fait que de telle sorte que c'est ça, cet événement-là, ça ne servi qu'à renflouer les dépenses sans un sou de plus. Puis, il invite, en fait, pour toute confirmation, à contacter l'ancien coloc de l'artiste, en l'occurrence Jean-Claude de Guise, à cet effet-là. D'ailleurs, j'avais un autre petit... je vais en parler un peu de lui, là, donc de Jean-Claude, et qui, lorsqu'il avait été le coloc de Steve, il lui avait alors prêté ses outils, que Steve a par la suite revendu, à l'occasion d'un encan des Farfadets, sans bien sûr avoir reçu, encore là, la moindre autorisation de la part de la propriétaire, bien sûr. OK. Maintenant, on va passer à un autre de mes sources que je vais enfin pouvoir nommer, même si ça n'a pas donné que j'en interviewé directement. Et je parle ici de Patrick Dupuis, aussi connu bien sûr sous le nom de Pat Dupuis, de Pat ou de El Padre. Vous serez peut-être quand même certains, quelques-uns à vous souvenir que c'est Pat qui va avoir été le guerrier principal, pour ainsi dire, du sit-in de Québec, que je me trouve à avoir essentiellement fondé, starté avec d'autres bien sûr, et dont j'ai d'ailleurs remis le t-shirt aujourd'hui pour les fins de la chose, et puis dans les circonstances. Et d'ailleurs, j'en profiterai pour rappeler que ces effigies-là vont avoir été créées par Pat lui-même ainsi que par Alain Cyr. Fait les Farfadets, il faut avouer qu'ils ont joué un rôle absolument central, substantiel et fondamental, tant au niveau du sit-in que de l'occupation d'Ottawa. Fait que dès le fameux deuxième sit-in, comme on l'a appelé, donc dès le 26 mai, fait que ça fait déjà un bon
5 ans de ça. Ils sont arrivés en trombe, là, tout ensemble sur leur moto avec la grosse roulotte d'André Desfossés. Puis, ça a vraiment changé la donne. Puis, ils sont revenus comme ça, en masse, 2, 3 fois. Sauf qu'à partir de là, il n'y en a plus rien que 2, justement, qui sont continués à venir de façon régulière, voire même systématique. En l'occurrence, pas du tout lui-même, ainsi que Faucon, qui est décédé par la suite, puis qui est souvent décrit par plusieurs comme ayant été un des meilleurs farfadets, là, si on peut dire. Les plus sympathiques, puis et tout et tout. En fait, je dirais que c'est ces 2 êtres très authentiques, là, qui vont l'avoir d'ailleurs démontré de cette façon-là. Ils ne vont pas juste ils vont pas juste être allés au sit-in pour faire un show. Ils vont avoir tenu pratiquement jusqu'au bout, ou en tout cas beaucoup plus longtemps que les autres. Or, ça leur a pas valu des éloges de Steve l'artiste. Au contraire, en fait, ça les a mis dans le schnout au point tel où que Pat il a fini par lui-même redonner sa veste de farfadet à Steve, voyant que il y avait comme une sorte de gun sur le dos en voulant dire si tu veux continuer à être un farfadet, il faut que tu suives mes ordres, puis de 2, ben tu vas pas au sit-in. Pourquoi? Parce que il trouvait que ça avait mauvaise apparence, que ça donnait pas une belle image, que c'était toutes sortes de monde qu'il y avait là. Et encore là, tu vois toujours la fameuse question de l'image. Comme toutes les autres fakes de la résistance, là, comme André Pitt, que là, c'est tes cheveux longs, c'est la fin du monde, mais que tu sois un vrai ou pas, c'est la dernière de leurs préoccupations, surtout qu'ils n'en sont pas. Ce genre d'ultimatum-là, il va, notamment en ce qui a trait à Pat Dupuis, Steve va vraiment en avoir fait un autre, encore plus révélateur peut-être, lorsque par la suite, dans le cadre du fameux conflit qu'il va avoir proposé à Pat, il avait carrément enjoint les farfadets, il avait carrément dit ou vous parlez à Pat Dupuis ou vous êtes un farfadet. Puis ça, c'était pas rien dans ce cas-là. Puis cette fois-là, ils pourront vous dire que c'était vraiment genre tes fréquentations sont scrutées et gérées au peigne fin. T'sais, autant l'argent, tout ça, c'est pas géré, c'est du gros n'importe quoi, mais comme la DPJ finalement, comme toutes les autres institutions qui se comportent justement comme des pervers narcissiques manipulateurs, puis c'est oui, mais là, avec qui tu couches, avec qui tu passes ta journée, avec qui tu passes ta soirée, on calcule, est-ce que tu es chez toi ce soir, chez qui? Puis ça, j'ai des témoignages très concrets à cet effet-là. Je peux pas les dire parce que c'est la DPJ, puis c'est compliqué, là, mais vous voyez, genre. Puis ça, c'est mis à part, encore là, des PJ sortent de ce corps, des accusations complètement fantaisistes, des fausses accusations, du genre que quand tu fais ça à un poste de police, on appelle ça un méfait public. Là. Exemple, pour reprendre le cas, on va revenir à Pat Dupuis, la fameuse affaire comme quoi qu'il aurait volé une caisse de t-shirts des farfadets, caisse qui a été par la suite retrouvée là, à tel endroit. Okay? Fait que, c'était vraiment juste... à la limite, on a quasiment le droit de se demander s'il n'avait pas été tassé volontairement pour en accuser Pat. Ce qui est sûr, c'est que on a lancé envers lui quelque chose qui tenait. C'est une accusation à bord debout. Là, mais surtout, l'argent. Ce témoignage de Pat, c'est là-dessus qui est le plus éloquent et instructif. Parce que, imaginez que c'était vraiment le bras droit, là, Steve, à ce moment-là. C'était vraiment le number 2. D'ailleurs, quand j'avais cherché à collaborer avec les Farfadets pour organiser la Saint-Jean-sur-les-Plaines, ce qui ne m'a pas donné grand-chose, parce que dans les 2 cas. Mais c'était vraiment avec Pat qu'il a fallu que je parle, parce que était trop élevé, trop divin pour moi, on dirait. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à devenir ami avec lui. On a eu toute une relation qui a eu des hauts et des bas, mais on se parle encore, je pense qu'on est encore amis. Mais donc, ça pour dire que c'est le compte de Pat qui servait de transit du moins pendant un temps, pour tout argent qui était versé au farfadet. Du moins, si j'en crois son témoignage. De telle sorte que l'argent y arrivait dans son compte, puis, par virement Interac à 99% du temps, Pat le renvoyait un peu partout, pour reprendre ses termes. Et donc, plus exactement, à différentes adresses courriels, puisqu'il s'agissait de virement Interac, qui lui avaient été données par Steve. Puis, or, une des choses qui ont fait partie des bugs dans leur relation à eux deux, c'est que Pat a fini par dire à Steve, moi, je voudrais parler au monde qui sont au bout de ces emails-là, ce qui lui a valu de se faire répondre, pourquoi tu parlerais à ce monde-là? Ben, il dit, c'est parce qu'à un moment donné, ça se peut que j'ai des questions à répondre.
Fait que pour reprendre ces termes, c'est là que la bisbille, c'est un peu là que la bisbille a pogné et je le fatiguais parce que j'ai posé trop de questions. Mais en fait, c'est pas compliqué. Avez-vous remarqué que, surtout et notamment lorsqu'il est question de l'argent, le fil conducteur depuis le début de ce que je dis, pour ce qui est des farfadets dans leur ensemble, c'est que pose pas trop de questions, puis d'un, tu n'auras pas de menterie et surtout, tu n'auras pas de problème. Et si tu poses des questions sur l'argent, là, tu vas te mettre dans le trouble, tu sais. Puis tu n'en auras pas de façon de réponse. Tu sais, fait que là, combien d'argent? Elle est où? C'est quoi? C'était qui cette personne-là? Ces adresses courriel? C'est-tu des fake personnes, mais que ça revenait tout à Steve? Peu importe. L'idée, c'est que, en tout cas, seul, on parle d'un un estimé très, là, je veux dire, comment veux-tu avoir une idée? Tu sais, ça peut juste être un approximatif dans ce temps-là. Mais que je lui avais... tu sais, qu'il m'avait fourni lorsque je l'avais vu à Montréal il y a quelques années. Puis j'avais posé cette question-là. Il m'a dit, ben d'après moi, ça pourrait être au moins 100 000. D'ailleurs, même Mario Roy disait que ça pourrait être même 200 000. L'argent qui aurait été récolté par les farfadets puis qui, ultimement, aurait essentiellement fini à poche à Steve. Une chose est sûre, disons que ça tend à expliquer que, comme disait Guillaume, pour en revenir à lui, Steve aurait apparemment pu se procurer un tracteur à 80 000 $ alors qu'il ne travaille pas. T'sais. Passons maintenant à Patrick, un autre de mes bons amis, et qui, quoique il a récemment changé de nom, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et puis qu'il faut donc, comme je vais l'avoir appris à mes dépens récemment, il faut réellement désormais appeler HHH, je pense. Je suis sûr de ne pas me tromper. Sinon, ben, un peu comme moi, vous allez vous faire répondre un mauvais numéro si tu l'appelles par son ancien nom. Fait que, donc, pour rappeler ce que... je vais dire Patrick, là, parce que là, qu'on se démêle, excuse-moi, HHH. Mais surtout que ça a rapport au passé, ce que je dis là, bien sûr. Mais comme il avait dit dans le live que j'ai fait avec lui, en entrevue que j'ai fait en direct avec lui sur StreamYard il y a quelques mois, là, d'ailleurs, je vais mettre le lien en description, bien sûr. Lors du fameux événement où est-ce qu'il s'agissait d'enlever une feuille de plywood qui avait été mise là par la police sur le gym, qu'en gros ça appartenait à Patrick. En tout cas, c'était compliqué cette histoire-là. Mais tu sais, vous comprenez le concept global, là. Ah, c'est la COVID, fait qu'on peut plus faire d'activité physique, sinon t'es un illégal puis t'es un mauvais. Faut pas que tu prennes soin de ta santé parce qu'il faut que tu te laisses détruire par le gouvernement puis faut que surtout que tu respectes l'horaire absurde, etc. Fait qu'il avait barricadé la police, ça, avec eux autres. Puis eux autres, ça va avoir été qui? Ça va avoir été essentiellement Patrick, François Maléga puis Pascal Zorlou, plus un autre, qui ont enlevé la feuille, la fameuse dite feuille. Sauf que Steve, comme quand Patrick lui a proposé, regardez sa réponse, parce que c'est correct que tout le monde n'ait pas nécessairement le courage de gens comme Patrick, Pascal ou François. Mais l'idée, c'est, regardez, dis-moi comment tu réponds, je te dirai qui tu es. C'est surtout ça qui a été là quand il dit, ce qu'il va avoir dit à ce moment-là, c'est, j'ai un parcours de patriote à faire. De sorte que, pour reprendre l'interprétation à Patrick, pour lui, c'était plus important de faire un parcours de patriote que d'aider un vrai patriote. Ce qui est quand même assez surprenant, et impressionnant, et drôle et révélateur de la part de quelqu'un qui se dit justement le dernier des patriotes. Salut Chantal. Et qui est d'autant plus contradictoire d'abord, considérant que c'est le même Steve là, qui va avoir bloqué le pont-tunnel Hochelaga-Maisonneuve quelques mois plus tard. Sauf que là, c'était correct parce que c'était avec Mario Roy et en suivant l'idée de Mario Roy. De façon telle que, comme on peut voir, si c'est Mario qui le dit, c'est correct. Puis qu'un méfait, ça va être... Steve va le faire, le méfait, à condition que ce soit Mario qui l'a demandé, puis qui l'a ordonné. C'est là que tu vois qu'en fait, c'est vraiment un peu une relation d'Astérix et Obélix, ces deux-là. Ils peuvent bien être aussi fusionnels, c'est un partenariat puis une complémentarité très effective. Tu comprends? En réalité, c'est Mario Roy qui semble être le cerveau des deux, puis qui était le collant de l'autre. Sauf que, en même temps, Steve, c'est lui qui a la visibilité puis qui a le charisme. Ils peuvent être aussi redoutables à deux, ces deux-là. Fait que, salut Olivier. Pour en venir à Patrick, tu
sais, je vais commencer par une petite parenthèse, un petit aparté. Oui, un des plus beaux compliments qu'on m'avait fait dans le temps, c'est Lucky Luke qui m'avait désigné comme étant le leader des tannés. Ce que j'aspire à être encore, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Des vrais tannés, ceux qui sont réellement tannés de quoi? Du gouvernement, bien sûr. Sauf que Patrick, lui, il avait fait un autre mouvement, si on veut, une autre début ou tentative d'organisation qui était celle des 100 tannants. Fait que lui, il ne voulait pas des tannés, il voulait des tannants. Je vous laisse supposer ou imaginer qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Au même titre que, c'est ça, par la suite, d'ailleurs, dans le même esprit, il essaie de rassembler, lui et d'autres, 300 vrais. On va dire, on a juste besoin de 300 vrais au Québec. Puis, dans un meeting qui a eu lieu chez Steve Lartis, ils vont avoir proposé certaines actions. Je ne sais pas, je n'étais pas là, puis je ne commencerai pas non plus à vous donner des idées de quoi. Moi-même, j'en ai pas tant que ça, mais ce que je sais, c'est que là, on parle, autrement dit, d'actions et d'initiatives plus concrètes là, que juste faire des manifs là, ou même un sit-in. OK? Fait que, sauf que, encore là, écoutons et prenons en compte de ce qui va avoir été la réponse de Steve. En l'occurrence, des excuses et des défaites, comme du genre, c'est pas si simple, tout le monde n'arrête pas de me solliciter, je suis fatigué et je suis tanné, et blablabla, gna gna gna. C'est du momérage, comme je le dis si bien. Ce qui d'ailleurs valait à Patrick de désigner essentiellement comme un lâche et un gros flambeau. Parce que, comme tu peux voir, il marche un peu moins ses termes que moi. C'est drôle parce que moi-même, quand j'avais sollicité Steve pour qu'il vienne au sit-in au départ, c'était le même genre de prétexte qui me disait non. Puis même que j'avais été surpris de une phrase qu'il me dit à ce moment-là, puis que je trouve qu'elle est quand même bonne, c'est bien ça le pire, puis qui est toujours aussi valide aujourd'hui, en fait. Puis il avait dit j'en ai assez de me lever pour un peuple de soumis. Tu sais, c'est vrai pareil. Mais tu comprends, fait que c'est toujours ça avec lui. C'est ça qui arrive. Sauf que faut lui donner ça. Des fois, il va faire des affaires comme le sit-in, comme à Ottawa, puis il va aller bien plus loin que d'autres. T'sais. Même trop loin, tant qu'à moi, comme quand il s'agit de bloquer le pont. Fait que, je vais mitiger un peu ça, mais c'est ça. C'est le genre de personne qui va trop loin pour certains, puis pas assez pour d'autres. Là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est vrai. Si tu sollicites, tu vas voir cette réaction-là. Oh non. Je sais même pas comment ça se fait qu'il est venu au sit-in par là-dessus, parce que quelqu'un d'autre que moi l'a sollicité, puis qu'il s'est rendu compte que là, il n'y avait plus le choix, puis ça devenait trop gros, je sais pas. Puis, pour finir avec les choses que Patrick m'avait dit, il y avait... comme il portait ça à mon attention, il me le rappelait, en fait. Je sais pas si pour ceux qui s'en souvenaient pas ou qui n'avaient pas remarqué ça à l'époque, mais c'était vraiment, au début de la COVID, un gros pro-vaccin. Steve, là. Fait que, tu sais, qui a ridiculisé beaucoup les gens qui mettaient ça en doute. Puis ça a pris un certain temps avant qu'il revienne de bord là-dessus. Fait que c'est ce qui d'ailleurs fait croire à Patrick Pierre bien d'autres qui est même probablement vacciné. Mais bon, pour faire une croisade sur ce qui est vacciné ou pas, mais tu comprends. Si tu ajoutes ça au fait qu'il fonctionne beaucoup comme le gouvernement, comme on a vu tantôt. Fait que tu sais, d'ailleurs, il y a toujours la question de l'accusation d'opposition contrôlée qui revient constamment avec Steve. Là, on va reparler demain. C'est demain que je pense que je vais pouvoir faire mon live au niveau de la meute, du putsch qu'il va avoir fait au sein de la meute, croyez-le ou non. Mais pour tout de suite, il y a deux autres événements que je voudrais mentionner puis qui avaient été rappelés encore là par Patrick. Salut Christophe. Puis vous allez voir que ça sent drôle. Là. C'est comme quelle sorte de vrai militant fait ça, tu sais. Puis là encore, c'est deux éléments qui ont vraiment ressorti à Ottawa. Puis que... Parce que... Puis Patrick va y avoir fait... remarquer puis ressortir à Steve lui-même à ce moment-là. Puis en fait, je vais vous expliquer le contexte en tant que tel parce que c'est mon histoire, une de mes histoires préférées de la résistance, puis peu de gens la connaissent, ok? Fait que je vais comme je m'en rappelle, là. Mais essentiellement, Patrick, donc HHH, c'est son nouveau nom, il se faisait comme traîner un peu pas loin du campement des Farfallets, de telle sorte que là, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, mais là,
c'est que tu fais là? Je dis, ben, je me promène, tu sais. Puis il dit, ben, OK, ben, il dit, hey, tu voudrais-tu voir Steve? C'est comme si c'était un gros privilège. Ben, OK, ça te tente. Puis là, puis à partir de là, il se fait escorter là, jusqu'à dans la roulotte de Steve, là, qui était à ce moment-là, qui faisait dos à la porte, puis je sais pas si c'était une sorte de petit feu de poêle dans la roulotte, là, puis il, il lui tournait le dos, puis il fait comme il dit, là que tu veux, pourquoi t'es là, c'est que tu fais ça? Puis en faisant son grand talent, comme il sait si bien faire quand il veut, Patrick il dit, ah ben non, moi je me promenais, quelqu'un m'a demandé si je voulais si si je pouvais te voir. Mais je dis, OK, on va faire un tour, là. Il faut comprendre que, tu sais, il était vraiment pas en très bon terme, ces deux-là, mais Patrick, une de ses des choses qu'il aime bien faire, c'est se moquer complètement de ceux qui ont un ego, là, qui passe pas n'importe, là, tu sais. Fait qu'en continuant donc à faire son fendant un peu, il dit, ah ouais, puis coudonc, si tu vois, ben, ça se peut-tu que tu as eu des problèmes un peu avec les Premières Nations? Parce que il y a eu des problèmes, de ce que j'en comprends, avec deux organisations majeures, ben, deux groupes de personnes majeures quand il était à Ottawa, Steve, d'un, les Premières Nations, justement, en raison du fait que, c'est là que je voulais en venir, pendant qu'il était dans la meute, il avait déjà fait, il s'était infiltré, imaginez-vous donc, ça c'est, j'ai pas de preuve de ça, mais c'est quand même de notoriété pas mal relativement publique, avec un groupe de musulmans pour faire un rituel halal sur une terre autochtone. Faut-tu avoir rien à faire? Puis tu sais, vraiment, genre, pas de classe pour faire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il s'est attiré la hargne, là, puis tu sais, je veux dire, le mépris des Autochtones pour toujours, là, en ayant fait ça. Puis, pas juste d'eux autres, tant qu'à moi, d'après moi, là. J'ose l'espérer. Mais c'est pas rien que ça. Après ça, Steve, il en profite pour. Patrick en a parfaitement demandé à Steve, ouais, puis ça serait pas fait de parler un peu par certains groupes de motards, je vous donne une idée desquels, soit plus spécifiquement en rapport à l'espèce d'agression que les Farfadais avaient, pour le rappeler, puis comme je l'ai décrit dans puis je le prouve dans mon live dont je vous ai parlé tantôt, là, celui de l'entretien avec Mario puis la joie, vous allez voir la description, où est-ce qu'on... C'est ça, je crois l'avoir assez bien démontré, là, puis les rappeler. Fait qu'ils ont vraiment essentiellement brutalisé l'Étoile du Nord, donc Catherine Trudeau-Leclerc. Ce que les Hells, pour ne pas les nommer, tolèrent pas trop d'habitude qu'on s'en prenne ni aux femmes ni aux enfants, du moment où est-ce qu'en plus on a une veste de type moteur sur le dos, puisque ça tend donc à salir et à ternir la réputation des groupes là, de motorisés, c'est comme ça peut dire, de motocyclistes et compagnie, de façon plus générale. OK. Ça fait que, sur ces belles paroles, je vais... puis avant de terminer le live, je clôturerai avec ces extraits de différentes vidéos qui vont avoir été faites par Carole Lalouve-Tardif, qui va donc avoir été la conjointe et la partner au sein des Farfadets de Steve. Donc, durant toute l'expérience Farfadet, elle était là depuis le début, était même avec lui au temps de la meute. En fait, je ne sais pas pendant combien de temps elle va avoir été en couple avec lui, mais on s'entend que c'est pendant quand même un moyen bout. Fait que, d'un, vous pourrez prendre en compte la sagesse, la profondeur de ces extraits-là que je vous partage, là, en plus des liens, bien sûr, vous pourrez les retrouver. De deux, vous serez d'autant plus en même de voir à quel point ça s'applique à tous les pervers narcissiques, les manipulateurs de façon globale. Et de trois, ben, dites-vous bien que là, si la partenaire amoureuse, relationnelle, principale, le Steve, au cours de toutes ces dernières années-là, dit ces choses-là qui viennent donc exactement corroborer tous les autres témoignages que j'ai dit précédemment, ça devrait, logiquement, en principe, vous permettre de commencer à avoir une idée un peu plus claire et limpide du personnage. N'est-ce pas? OK. Alors, sur ça, allons-y. Vidéo enregistrement donc du 13 mars dernier. Je cite simplement Carole Lalou a dit: quand tu commences à t'affirmer avec quelqu'un comme ça, autrement dit, quand tu commences à prendre ta place, à te respecter toi-même, ah ben là, automatiquement, tu es toujours dans le tort puis tu es toujours dans le champ. Ah, comme avec le gouvernement.
Regarde donc, tiens donc. Puis tu te fais dire que tu as, exemple, un ego exponentiel. Puis que, un peu encore là, comme le gouvernement, qui quand on se levait au niveau de la COVID, on se faisait dire on est des égoïstes, tu sais. Puis, mais comme elle dit, ben là, dans le fond, c'est là que tu vois que cette personne-là n'était pas avec toi pour les bonnes choses. Peut-être c'était quoi pour t'exploiter, pour profiter de toi, je ne sais pas. Puis que là, à ce moment-là, tu vois réellement pour qui elle est quand tu commences à t'affirmer. C'est parce que c'est là que son masque tombe, puis que cette personne-là se révèle pour qui elle est. T'sais. Puis là, à ce moment-là, elle ne peut plus jouer. Elle ne peut plus jouer son jeu, elle ne peut plus jouer avec toi non plus. T'sais. Deuxième citation importante, elle dit, tu ne peux pas être de cœur, tu peux pas être une personne de cœur si tu utilises, si tu manipules, si tu abuses l'autre. Fait que, évidemment, c'est vrai. Puis là, bon, si elle dit de Steve, c'est peut-être parce que c'est ça. Hein? Hypothèse de même. Dans son vidéo du 21, salut Julie, elle dit, elle confirme, elle précise qu'il y en a beaucoup des victimes de Steve. Okay? C'est pas juste une, c'est pas juste elle, c'est pas juste Guillaume, c'est pas juste Dupuis, c'est pas juste Nathalie Warren, il y en a plein. Bon, il suffit de voir ce qui va se passer au moment de l'implosion des Farfadets. Ils sont pratiquement tous mis à parler contre lui. Puis elle dit probablement étrangement à tout dire la même chose. Mais comme elle dit, en outre, tu peux pas être une bonne personne si ta langue est fourchue. Ça, c'est un signe, ça. C'est si tu mens, il y a quelque chose qui cloche, là. Puis comme elle dit, c'est des personnes qui vont se trouver à porter un masque devant les gens, mais pour ensuite l'enlever quand c'est le temps de détruire du monde autour de toi. Donc, quand c'est le temps, exemple, de parler de façon extrêmement violente, extrêmement dure, comme on a pu le voir par rapport au père de Guillaume, exemple. Et comme elle dit, soyez vigilants parce que c'est pas parce que tu as un beau parler puis que tu as une belle prestance que tu es une bonne personne. Puis ce qui est tellement vrai de toutes les fakes qui composent l'essentiel des supposés leaders de la supposée résistance. D'ailleurs, j'en profiterai pour remettre le lien de mes deux derniers posts que j'ai faits à cet effet-là. Là. Je ne tente pas de me répéter. D'ailleurs, tant qu'à ça. Fait que, comme elle dit, il faudrait pratiquement être méfiante puis parano sur tout le monde à cette heure. Puis ça, c'est vrai. Quand tu fais vraiment ces prises de conscience-là, ça devient très bas-tripant parce que tu te dis, mais sur qui je peux réellement fier? Puis c'est non sans raison. C'est la bonne paranoïa, c'est de la bonne méfiance, c'est du bon sens critique au même. Parce que ça revient exactement à la même chose que ce qu'on dit par rapport au gouvernement. C'est quand tu commences à être complotiste, quand tu commences à être libertarien, quand tu commences à être anti-système, quand tu commences à être anti-tout, tu te dire, oui, mais là, on se fait vraiment baiser. Fait que là, où la personne, que ce soit le gouvernement ou un Steve Lartiste ou un autre leader dans ce monde, où elle est bienveillante ou elle n'est pas. Mais si tu te rends compte qu'elle n'est pas bienveillante, c'est-tu de la paranoïa? C'est-tu du complotisme? C'est-tu de la psychose? Que de devenir méfiant, que ce soit envers cette personne-là ou envers tous ceux qui y ressemblent, puis envers quasiment la plupart des gens, parce que là, des vraies bonnes personnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, que ce soit dans la résistance et les influenceurs de ceci, ou de façon globale, ça ne court pas les rues. Là. Peut-être qu'il est là, le vrai problème, hein, d'ailleurs. Puis, comme elle dit, parce que c'est dur de ne pas devenir parano sur tout le monde, parce que, pour reprendre encore ces termes, il y a une crise de gang qui utilise, qui abuse, puis qui manipule. OK. Vidéo du 23 mars. Comme elle dit, c'est là, à faire référence, Carole, à une dynamique qu'on a notamment très bien décrite, puis explicitée, moi puis Jessie Jane, quand on a fait notre entrevue. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. À l'effet que notamment dans le contexte de la résistance, pour reprendre les termes j'avais déjà décrit cette dynamique-là aussi avec Étoile du Nord précédemment, mais pour reprendre les termes de Carole, c'est mieux de taper la victime puis de glorifier l'abuseur dans cette société de malades. Donc, quand tu commences à dénoncer quelqu'un comme ça, tu te fais dire essentiellement assume, c'est tout de ta faute, puis ta gueule. Or, comme elle dit, moi, je me suis levée depuis que je suis toute petite contre les injustices, contre les abuseurs, contre les violents, puis aujourd'hui, il faudrait que je me taise. Et je trouve ça dommage parce qu'il y en a tellement qui me parlent en privé. Et ça parce qu'ils veulent
justement pas subir le backlash que moi je suis en train de subir. C'est toujours la même affaire, que ce soit au niveau du complotisme, au niveau de la résistance, c'est la DPJ, c'est très simple. Que ce soit le gouvernement ou les Québécois, la masse, la société, on se fait toujours dire la même chose. Ferme ta gueule, puis crève. Ferme ta gueule, puis endure. Ferme ta gueule, puis subis. Laisse-toi faire. Laisse-toi violer. Laisse-toi violer dans tes droits ou physiquement, carrément. C'est troublant quand tu réalises que c'est ça, que c'est réel, ça. Or, comme elle dit, ben, je les comprends, les gens justement, de parler juste en catimini, puis en privé, puis en dessous de la couverte, puis de dire juste tout bas qu'est-ce que des gens comme elle ou comme moi disent tout haut. Je les comprends, mais je vais continuer pareil parce que c'est pas vrai qu'on doit se taire et qu'on doit se terrer. Au contraire, comme elle dit, j'encourage vivement les victimes à se lever et à dénoncer parce que c'est en dénonçant qu'à un moment donné, on va peut-être en protéger, et ce, même si on ne pourra pas nécessairement tous les sauver non plus. Puis, comme elle dit, c'est drôle que ceux qui ont subi la même chose se reconnaissent et voient exactement tout ça, toutes les dynamiques qu'elle écrit. Mais sauf que si toi, tu ne l'as pas subi, ça se peut très bien que tu ne le vois pas. C'est parce que la violence est toujours la même. Les violences sont toujours pareilles, les pervers sont toujours les mêmes, les narcissiques sont toujours les mêmes, les manipulateurs sont toujours les mêmes. Si tu l'as vécu une fois, tu l'as vécu pour tout le temps. C'est comme un bon vaccin. Tu es un peu immunisé. Puis tu vois tout de suite tes signaux d'alarme, puis les patterns, tes voix là, de loin. Ah, il fait ça. Mais si tu ne l'as pas vécu, malheureusement, c'est parce que tu es probablement en train de le vivre, en train justement de te faire avoir bellement par notamment le plus gros abuseur de tous, qui est le gouvernement. Ça peut même pas bien aller. Mané, il va falloir qu'il réalise qu'on se fait tous en ce moment baiser par le gouvernement, à tout le moins. Pour rien. Puis par toutes ces instances, par toutes ces branches. Mais c'est parce que c'est ça l'opposition contre, vous comprenez, c'est une autre caste, une sous-caste en dessous, mettons, des journalistes, en dessous de la pyramide du pouvoir, mais qui fait la même affaire. Tu comprends? Mais ça n'a pas d'importance qu'ils soient payés par le gouvernement, qu'ils soient des francs-maçons ou non. Ils se comportent, ils imposent le même joug de violence et de manipulation et de fermer vos yeux. Puis, tout comme dans le cas de tout le reste du système, ils n'ont pas besoin d'être payés. Ils le font par intérêt personnel. Puis, tu sais, je me faisais la réflexion tantôt. L'imposition contrôlée, mais contrôlée par qui? Contrôlée par vous. C'est vous qui les laissez faire, puis qui montrez, regardez, nous, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut des shows. On veut un show de gladiateurs. On veut des shows de boucan. Ça, on donne des nananes quand vous faites ça. Donc, vous encouragez ça. Et inversement, si vous n'aimez pas les gens comme moi qui disent les vraies affaires, ou comme Carole, ou comme ça, qui dévoilent, là, je vais me faire taper dessus. Mais c'est comme ça. Fait que si tu es un intelligent, si tu es un vrai manipulateur, puis comme eux autres, tu vas dire, mais je ne vais pas faire ça. Mais c'est vous le boss, c'est vous le problème. C'est même pas le gouvernement. C'est ça. OK, là, dans la vidéo du 24, Carole, regardez qu'est-ce qu'elle a décrit plus spécifiquement une autre importante dynamique de manipulation importante de Steve. Je ne l'avais pas décrit plus haut parce que je savais que j'en reparlerai quand c'était le temps de Carole. Je vous laisse séparer les témoignages comme il faut. Mais elle disait, les manipulateurs, ils vont chercher d'abord et avant tout, ça Jessie, elle avait très bien fait ressortir dans son live où elle parlait de son propre son propre agresseur finalement, qui l'avait quand même séquestré. Hein, quand c'est rendu de séquestration physique, imagine. Mais c'est le même principe. Dans le cas de Steve, justement, comme elle a dit, comme Carole, ils vont chercher à t'isoler, okay? Te couper de ta famille, de tes amis. Puis évidemment, ils vont chercher à se justifier, à te faire passer cette pilule-là, en disant, exemple, puis ils veulent tellement ton bien, que c'est tellement pour ton bien, blablabla, tellement. Fait que donc, autrement dit que ça va justement faire en sorte que tu vas te mettre à croire tout ce qu'ils disent, même et notamment quand ils te font croire des conneries comme ça, que c'est mieux de te couper de tout le monde. Mais c'est un truc habituel de gourou de secte. C'est tout le même petit livre, là. OK? Mais si on récapitule, si on va juste à l'essentiel, tu te fais croire comme, tu fais passer comme un grand bienfaiteur puis comme un protecteur. Puis après ça, plutôt rendu là de deux, tu cherches à les séparer des vrais protecteurs, tes victimes, dans le fond. T'sais.
comme elle dit, ben là, ça n'est évidemment qu'une façade, là, l'affaire que c'est quelqu'un qui est là pour ton bien. Fait qu'une fois que tu veux ton vrai visage, il n'y a plus de retour en arrière qui est possible, par exemple. Puis là, ben là, t'es fait, puis c'est là que tu t'exposes à vraiment leur foudre. Comme dans le cas des Farfadets, quand ils ont commencé à dire ouais, mais là, comment ça se fait, là? L'argent, les comptes. Oh, t'en peux, ah, là, t'es pas gentil, là, tu vas te faire rentrer dedans. C'est toujours comme ça, c'est ça que la DPJ, c'est ça que le gouvernement, c'est ça avec tout le monde. Puis, autre truc fondamental de manipulation, ben, puis qui va corroborer ce que disait Guillaume, ils vont user en fait de fausses empathies, okay, pour t'inciter à te dévoiler, à livrer tous des éléments de ton passé, pour ensuite, comme elle dit, ramener ta souffrance vers toi pour mieux te manipuler. Parce que c'est sûr que quand tu es traumatisé, tu es plus fragile, fait que tu es plus manipulable, surtout si on passe par ton trauma. C'est comme un mot code, c'est carrément des techniques d'hypnose même. Là. C'est ouais, hein? Écoutez Le Silence des agneaux. Vous allez voir, Hannibal Lecter fait exactement ça. Pour manipuler l'agent Starling, là, il fait référence à son passé, à ses traumas. Ah ouais, hein, c'est comme avec ton père. Là, tu viens figé, tu viens saisi, puis là, ils peuvent mettre en fait leur programmation hypnotique. Mais c'est pas. On n'inventera pas la roue, là. C'est comme ça que les journalistes ont fait aussi même dans le COVID, là. Tu sais, c'est quand ils nous culpabilisent, ben là, on se dit non, je vais être une bonne personne. Ah, OK, je vais être méchant parce que si je ne prends pas le vaccin parce que je suis égocentrique puis je vais faire du mal à grand-maman. Tu sais, bon, c'est un peu plus global, c'est un peu plus général, mais en tout cas, c'est toujours c'est de nous prendre par nos faiblesses puis par nos vulnérabilités. OK. Le 25 mars, voici qu'est-ce que cette chère Carole a pu dire. La majorité des gens qui subissent sont empathiques, la majorité des gens qui font subir sont antipathiques. Mais ça mérite qu'on en fasse un insigne puis qu'on colle ça quelque part, j'imagine. Comme elle dit, les gens comme Steve, finalement, sont portés à juger les autres, mais oublie ça qu'ils puissent eux-mêmes se remettre en question. Ils sont donc, autrement dit, ils sont capables de dire les défauts de l'autre, mais ils sont dans l'incapacité d'accepter que tu leur dis leurs défauts à eux-mêmes. C'est des gens qui sont donc tout simplement, qui sont simplement imbus d'eux-mêmes et qui sont juste incapables d'eux-mêmes se regarder dans le miroir. Fait que, ça revient donc un peu à ce que je disais d'entrée de jeu là, au début du live, quand et donc à ce que Mario, le super chantre et héros de Steve, est le premier à répondre quand on dit ah mais là c'est sa faute à Steve si c'était de la boîte l'organisation des Farfadets. Ah ben non c'est pas de sa faute. Fait qu'ils sont 2 pour 1 dans la même narcissisme finalement. T'sais. Fait comme elle dit, il a beau avoir les paroles, il a beau avoir les gestures ou quoi que ce soit, ça n'est qu'une grosse façade. Steve, c'est pas pour rien que j'en parle. Si vous tombez encore dans ce panneau de cet homme-là, il n'y a rien à faire avec vous. On est mal barré. On n'est pas sorti du bois. Parce que, en plus, quelqu'un comme lui, là, qui a l'air d'un vrai, là, avec sa barbe, ses cheveux longs, il a l'air d'un gars comme moi, finalement. Mais imaginez qu'on plante le gouvernement, qu'il n'en a plus là. Je ne sais pas trop, ça s'est floché là, par quel miracle là, du bon Dieu, des extraterrestres, de la Fédération Galactique. Puis que ça s'en va dans le drain. Là. Et puis le gouvernement, youpi! Mais là, on ne sera pas mieux, parce que vous allez recréer les mêmes patterns poches, parce qu'en mettant le même genre de manipulateur, le même genre de genre fake, le même genre de façade au pouvoir, vous allez encore leur remettre tout votre argent, votre pouvoir. Vous le faites déjà! Puis c'est payant pour ça que ça avance pas nos affaires. Puis si on ose dénoncer ces gens-là, on est les méchants. Mais vous recréez les mêmes structures de répression puis de censure. Fait que non, on n'a pas besoin de se soucier de ce qui se passe à Davos, puis de ce qui se passe du top de la pyramide Illuminati. C'est ici, direct là, que ça se passe, puis parce que vous faites vous-même les mêmes erreurs, puis vous recréez votre propre misère. C'est pas le fun. Il n'y a même pas besoin des autres pour le faire. OK, le 27, je continue de citer Carole, la personne qui a essayé de te détruire, de t'éteindre, la personne, elle a essayé de te détruire et de t'éteindre, et tu t'es laissé éteindre. Ben oui.
comme vous continuez justement à faire. Et pendant ce temps-là, mais l'étincelle qui est en dedans de toi, elle est encore là. Ça fait qu'il faut que tu la rallumes puis que tu nourrisses ça, ce feu sacré-là, ce feu intérieur-là. La personne toxique t'a joué dans la tête et à cause de ça, tu as perdu beaucoup, des années, de l'argent, même que tu t'es perdu toi-même. Mais reste là parce que la personne toxique n'est plus là, elle. OK, la dernière vidéo que j'ai pris des notes, c'est le 29. Ça, c'est quoi ça? Ah, mars, je pense que c'est le 29 mars. Oui. Elle dit, écoutez, ça c'est le meilleur, je pense, qu'elle a fait. Tu peux pas te décrire, c'est elle qui parle pour moi, tu peux pas te décrire comme étant un défenseur des droits si tu prônes un violent et un abuseur. Puis, c'est pas juste Steve qu'on peut décrire comme ça dans le mouvement. Surtout qu'ils se tiennent tous entre eux autres, cette gang, les pires de la gang. Pour ne pas les renommer, parce que j'ai encore à mettre dans le chenoute. Mais, du moment que quelqu'un prend la parole de façon violente en public, vous le défendez, là. Après ça, vous plaignez, ça va pas bien. Ça va être drôle, hein? Donc, je répète, tu ne peux pas te décrire comme étant un défenseur des droits et des libertés si tu prônes un violent et un abuseur. Et ce, quelle que soit la forme d'abus en question. Qu'il s'agisse donc d'abus physiques, psychologiques ou financiers, puisqu'un abus, d'un, c'est un abus, et de deux, c'est de la violence. Logique, hein? C'est pas mal 14 points de pièce, en effet. Bon. Donc, si tu prônes un violent et un abuseur et qui ne s'est jamais publiquement repenti de ses actes, mais finalement, t'es de son bord. Boum! Comme dans le cas de Karine Charpentier. Oh! Excusez, je l'ai dit. Puis, regardez qu'est-ce qu'elle rajoute. Elle dit, ah, OK, parce que toi, t'as pas été attaqué personnellement par cette personne-là. Puis quand je dis que c'est toute la même gang, je me souviens avoir entendu Dean Machine clairement dire, ben moi, Steve, il m'a rien fait. Ce qui est un argument que Pat Dupuis a très bien démonté à un moment donné dans un petit live où est-ce qu'il a dit, Mélanie Labbé, il a dit, c'est quoi ça, là? Ah, parce qu'il t'a rien fait, c'est pas grave. OK? Donc, puis parce qu'il faisait le parallèle et la référence aux familles où est-ce qu'il y a eu exemple de la violence et de l'inceste. Ah, c'est pas toi qui as été violenté? C'est pas toi qui as subi l'inceste? C'est pas toi qui as subi le viol? Fait que c'est pas grave. Fait que, tu sais, on s'entend, c'est pas juste que c'est du gros n'importe quoi, c'est-tu assez irresponsable? C'est-tu assez insensible? C'est même illégal. C'est comme parce qu'il y a une loi pour ça, qui est la loi du bon samaritain. T'es censé au moins faire ce gros minimum-là de ce qui est inscrit dans la Bible. Au moins, quand tu vois quelqu'un qui est mal pris, laisse-le pas crever dans sa merde. Fais quelque chose. Mais là, c'est pas. Oh, c'est pas moi, c'est pas grave. Ben oui. Mais regardez la réponse éloquente et très puissante que fait Carole à cet argument de merde. Elle dit, durant la crise COVID, moi-même, j'étais retraité. J'étais pas impacté par ça au niveau professionnel. C'est Carole qui parle. De plus, mes parents étaient en CHSLD. Donc là encore, ils n'étaient pas en CHSLD. Donc encore là, ce n'était pas un impact que j'avais moi-même. Personnellement, du moins. Sauf que, est-ce que ça m'a empêché de me lever, moi, pour les droits de la personne et les droits des autres, finalement, des autres citoyens puis des autres Québécois? Non, au contraire. Fait, regardez, ce qui l'amène donc à résumer comme suit, ça fait que viens pas te décrire comme étant pour les droits de la personne alors que tu sais, que tu vois, que tu entends des choses qui vont contre les droits de la personne, et ne fût-ce que ceux d'une seule personne, justement. C'est pas important de savoir combien de gens Steve a pu abuser. C'est pas plus que c'est important de savoir dans une famille où il y a eu l'inceste combien de personnes dans cette famille-là qui ont pu être abusées. C'est-tu assez évident à votre goût? C'est-tu assez, je veux dire, évident en tant que tel? Voyez? C'est pas incroyable que j'aie besoin de rappeler ces choses-là. Donc là, maintenant, j'estime avoir dit tout ce qu'il y avait besoin d'être dit sur Steve. Puis le pire, c'est que je vais continuer pour être sûr que vous compreniez comme il faut. Parce que là, il refait surface, lui-là. Il fait son beau, puis il fait son fin, avec son beau petit livre où est-ce qu'il se présente comme un grand héros de l'humanité. Livre qu'on va lire ensemble, au moins dans les grandes lignes, dans un de mes prochains lives. Ça va pas être le fun, d'après vous? Tandis que demain, je vais défaire les mensonges les plus importants qui sont contenus, qui sont présentés, soit ceux qui concernent la meute. Parce que là, ça vient toucher une corde très sensible en ce qui me concerne, puis que ça fait comme me faire tilter encore
1000 fois plus que n'importe quoi d'autre, parce que surtout quand vous allez prendre conscience de la vérité demain, là, à ce niveau-là. Mais, je veux dire, déjà là, vous n'avez pas besoin, ça ne serait pas censé avoir besoin que je fasse tous ces autres lives-là que je vais faire, mais je vais faire pareil, inquiétez-vous pas. Mais ce que je veux dire, c'est, n'ayez plus d'excuses, là. Là, vous n'êtes plus censé dire. Là, j'ai parlé pour un paquet de personnes aujourd'hui. Je suis allé au bat, je suis allé faire donner la claque. D'un, ça serait le fun de partager. De deux, ça serait le fun que je me fasse pas écœurer. De trois, ça serait le fun que ce live ne soit pas ignoré. Mais, parce que c'est ça qu'ils vont chercher à faire. C'est la meilleure forme de violence, puis on n'en tient pas compte, puis on fait comme si en était, évidemment. C'était ça avec comme ça que les nazis ont pu faire tout ce qu'ils ont pu faire envers les Juifs, comme vous le savez, d'ailleurs. Bon, OK. Mais l'idée, là, c'est que là, c'est réel. Les liens entre Jean-Charles Cléroux, Démocratie Directe et Steve Lartis sont réels. C'est quoi leur ampleur? On ne le sait pas. Mais voyez-vous comment que ça commence à être pas drôle, là? Quand je dis que c'est toute la même gang, là, puis qu'ils se tiennent tous entre eux autres, là, puis que c'est troublant, c'est préoccupant, puis c'est là, c'est ça qu'on présente, c'est concret, ça a des implications très concrètes, très réelles, très importantes, là, surtout avec maintenant que Jonathan Blanchette vient de se faire radier son parti. Parce que là, c'est quoi les partis qui restent de la résistance, là? Là, au moment qu'on se parle, là, il reste le parti de Jean-Charles Cléroux, moi, donc le Parti libertarien, le parti d'Éric Duhaime, puis le Parti populaire. Là. Bon. En tout cas, on en parlera des autres éventuellement, on en reparlera. Mais pour en revenir à Cléroux, pour ceux qui n'avaient pas compris ça, là, ce qui s'était passé pendant la saga Karine Charpentier, j'en mettrai les liens s'il faut, là. Moi, j'ai dénoncé des propos haineux, misogynes, grossophobes, homophobes, racistes, alouettes. OK? Suprémacistes blancs, limite. Des propos qu'on pourrait assimiler à une sorte de il y aurait un parti nazi ou néo-nazi, probablement qu'il non seulement il tirerait ce genre de propos, mais probablement même qu'il ne le ferait pas parce que ça serait trop maladroit, il essaierait de se cacher un peu plus dans ce sens-là. Elle s'est même pas cachée. Puis tu as eu des Dean Machine, exemple, pour dire « Oh, c'est pas si grave ce qu'elle dit ». Plus un certain Steve Lartis, justement, pour me punir, me chicaner d'avoir dénoncé ça. Donc, vous voyez là. Fait que là, Steve protège Dean protège Karine, Steve protège Dean et Mario Roy protègent Steve, bien sûr, tandis que Cléroux va avoir été impliqué de très près, de façon très substantielle, avec ces deux-là. Fait que là, il y a un problème à quelque part. Si vous ne voyez pas le problème, vous dites, ben, c'est pas parce que je parle avec quelqu'un que... Écoutez, là, en tout cas, moi, mais de toute façon, moi, rendu là, on va simplifier les choses. Parce qu'il faisait le même petit jeu, Jean-Charles, quand il était question de Mario Roy. Moi, j'ai pas rapport avec lui. Ah oui, comment ça fait que Mario Roy, il est impliqué dans plein de comités de démocratie directe, puis comment ça fait qu'il a dit qu'il allait être candidat comme démocratie directe. Suite à mes lives, il a été forcé de clarifier son affaire tellement, Jean-Charles, tellement qu'il a été pogné, sommé par son propre exécutif et par ses propres membres, de le mettre dehors, le fameux roi, ou supposément wannabe roi de la montagne. Mais, là, pourquoi pas faire la même chose avec Steve, Jean-Charles? Hein? C'est parce que je sais que tu vas te cacher. Je le connais pas, moi, c'est ça. Hein? Tout comme. Tu sais, genre, on se cache, hein? C'est comme Steve qui dit c'est pas moi, la gestion des farfadets, j'ai rien fait là-dedans. Puis toi, tu dis moi, que c'est pas ton ami, tu parles pas, c'est pas très proche, c'est pas quelqu'un qui est rendu dans tes principaux conseillers, je sais pas trop, moi. Mais justement, clarifie-nous ça. Clarifie-nous donc ta relation avec Steve Lartis Charland, Jean-Charles. Idéalement aussi avec Mario Roy, par la même occasion. Dis-nous clairement c'est quoi les liens que tu as eu avec ces deux hurluberlus, ces deux personnages des plus loufoques, des plus suspects, des plus louches, des plus préoccupants, des plus hallucinants, des plus... En tout cas, je vais me retenir rendu là, essayer de limiter un peu ce que je pourrais dire, de la résistance, OK? Oui, explique. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est quoi? Non, mais, tu sais, la transparence, justement, là, tu sais. Qu'est-ce qui t'amène à être vers eux? Quelle est la nature de vos relations? Vas-y! Je vais être intéressant à t'entendre. Et sur ça, bonne fin de journée. Hey, hey!